Bienvenue sur Radio-Québec. Les Québécois parlent aux Québécois. Alors, bonsoir, bienvenue tout le monde dans le Web Journal de Radio-Québec, une édition spéciale aujourd'hui. On va clore toute la section sur le coronavirus avec un invité aujourd'hui ici dans les studios de Radio-Québec. Mais avant ça, on va prendre la mesure de ce qui a été accompli jusqu'à maintenant. On s'est rendu compte, moi le premier, je ne me questionnais pas avant l'arrivée du COVID. Je ne me questionnais pas en tout cas, pas vraiment sur les pratiques de l'industrie pharmaceutique, de l'OMS. Moi, un peu comme tout le monde, comme la plupart d'entre vous d'ailleurs, c'était les médecins, c'était je veux dire, des vaches sacrées, l'OMS, c'était crédible, etc. Et qu'est-ce qu'on a réalisé depuis quelques mois? Eh bien que l'OMS était une organisation politique contrôlée par les mondialistes. On s'est rendu compte que les médecins étaient politisés, que la médecine n'était pas exempte d'influence politique. On s'est toujours dit que les journalistes étaient contrôlés, biaisés, etc., que les politiciens aussi étaient d'une certaine façon contrôlés, mais on ne s'était jamais questionné sur les médecins, la médecine et aussi, paradoxalement, par la bande, l'industrie pharmaceutique qui contrôle les politiciens, qui semblent avoir le contrôle aussi, un certain contrôle sur les médias, avoir la réaction des médias face à la chloroquine, le mot d'ordre généralisé dans les médias pour descendre la chloroquine l'hydroxychloroquine, alors que le traitement fonctionne. On a juste à regarder les résultats quand tu regardes ce qui se passe à Marseille versus dans les centres du docteur Raoult versus le reste des cas et du taux de mortalité en France. On voit bien que c'est le jour et la nuit. Partout, la chloroquine, dans beaucoup de pays, la chloroquine est adoptée parce qu'elle fonctionne, mais dans les pays où l'industrie pharmaceutique contrôle les politiciens, les médias, etc., la chloroquine est, critiquée, discréditée, etc. Alors, on se rend compte de cet éléphant dans la pièce qui est Big Pharma, qui contrôle les politiciens, une partie de la médecine, etc. Et on en parle de plus en plus. Donc, ici, vous avez l'observateur, le professeur Christian Perron, qui dit « L'industrie pharmaceutique est la première source de corruption dans le monde ». Et il documente tout ça dans son livre, un livre qui vient de paraître chez Albin Michel, qui s'intitule « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ?» Oui, parce qu'ils ont commis toutes les erreurs. Ils ont eu tout faux sur la pandémie depuis le début et on continue à leur faire confiance. Claire Séverac s'était également penchée sur le sujet, un complot mondial contre la santé, un livre bien documenté qui montre la corruption de Big Pharma et du système médiatico-pharmaceutique. Elle est décédée alors qu'elle était en pleine forme. Et voilà, donc on a vu que le COVID était une fraude monumentale, manipulation statistique. Il y a eu aussi, on en a parlé à Radio-Québec, l'autre fausse pandémie de H1N1 qui a été créée de toutes pièces. On a prédit un nombre catastrophique de morts pour vendre des vaccins. Et l'OMS qui a baissé son standard de mort pour pouvoir permettre le déclenchement d'une épidémie de sepsis qui allait permettre aux pharmaceutiques de vendre leurs vaccins au gouvernement, etc. Tout ça se tient ensemble. Donc, 2 fausses épidémies en 10 ans, mais il y en a une autre. Il y a une autre épidémie dont énormément de personnes affirment qu'elle ne repose sur rien. Et c'est l'épidémie du VIH, le sida. Donc, on va parler de ça aujourd'hui et ces 3 épidémies-là, le COVID, le H1N1 et le sida vont nous permettre de comprendre un peu les manigances de l'industrie pharmaceutique et jusqu'à quel point on est manipulé, contrôlé, les politiciens, les journalistes, etc. Et une partie du corps médical est contrôlée par l'industrie pharmaceutique. Alors, notre invité, je ne sais pas si vous vous en doutez, est-ce que vous l'avez deviné, c'est Bernard Lachance du site Sida Censure. J'avais publié les vidéos de Bernard sur mon Twitter et sur la page Facebook et les réactions avaient été, le mot est dithyrambique,
Les gens avaient énormément apprécié son témoignage et là, on avait pris contact, j'ai pris contact avec Bernard et on s'était dit qu'il fallait faire quelque chose ensemble. Bernard qui a essayé de faire sortir son message dans les médias, il a essayé d'en parler au docteur Régent Thomas, il a essayé d'en parler à LCN et ça n'a pas fonctionné. L'entrevue de Bernard à LCN a été coupée en direct lorsqu'il a commencé à parler du sida et des vaccins. Mais Bernard a tout filmé à partir de le son. Le son distorsionne. Le son n'est pas fluide. Le son tout croche. OK. Trop d'écho. OK. Alors, donc, on va vous présenter la vidéo de Bernard, son passage à LCN, et après ça, on revient avec l'invité. Vous vous souvenez de ce Québécois Bernard Lachance qui vendait lui-même ses billets de spectacle. Et vous voyez ces images, notamment à Chicago, où Oprah Winfrey l'a rencontré. Or, si on vous en parle ce soir, c'est qu'il y a quelques semaines, Bernard Lachance a communiqué avec nous. Il nous a dit en plein cœur de cette crise du coronavirus, j'aimerais parler de la crainte du virus parce que lui, il en avait contracté un qui a fait les manchettes bien avant le coronavirus, le VIH, et c'est la première fois qu'il va en parler aujourd'hui et il va nous raconter pourquoi donc ce soir. Salut Bernard! Salut, ça va bien, Denis? Oui, donc une grosse journée pour toi parce que tu décides de parler de ça. C'est la première fois que tu en parles. Oui, c'est la première fois que je vais en parler. Et Denis, je vais te surprendre, j'ai donné une toute autre pré-entrevue à ton recherchiste parce que j'avais peur que vous me laissiez pas dire ce que je m'apprête à vous dire. Mais moi, après Oprah, j'ai pris mes pilules pendant 8 ans. Aïe, aïe. Ça, c'est ce qu'on appelle la trithérapie. C'est la trithérapie et j'ai arrêté il y a 3 ans. La propagande de cette pandémie d'une COVID-19 me rappelle étrangement la propagande du VIH-Sida des années 80. Et ceci est une pandémie qui aujourd'hui, 35 ans plus tard, est très bien documentée comme ayant été, et là je vais vous surprendre, comme ayant été frauduleuse, criminelle, et aussi scénarisée par les mêmes acteurs et les mêmes institutions que ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et... Bernard. Tu l'as pas dit t'as pas dit à Rochelle de Pupitre qu'elle allait dire ça, et moi je peux pas passer ça à la télévision. Parce que pour toi c'est sérieux, puis pour moi c'est de la patente. Denis, je cite des prix Nobel. Denis, ce qui est commun à tous les adeptes du complot, là, de toutes les théories de complot, c'est qu'ils ont une avanchure de ça d'épais, d'espèces de documents qui sont de la patente à glace. Ce que tu racontes là, c'est ce qu'il y a de commun sur Internet, c'est de la merde. Ce qu'il y a de commun, tu dirais-tu ça au prix Nobel que je cite? Les gens, avec ces 4-5 dernières déclarations des 10 dernières années, ils se demandent si mentalement il est correct. Je veux dire, c'est pas... Tu parles de qui, là? Là, les gars, non, Bernard, là, c'est Bruno, là. Oui. Fait qu'on va couper ça. Parfait. Ben, c'est correct. Non, mais t'as Mais non, mais c'est parce que la vérité sort jamais dans les médias. La vérité sort jamais. Faire une vidéo YouTube. Ben, je vous ai filmé, puis... Alors, Bernard, bienvenue dans les locaux de Radio-Québec. Là, on doit se partager un micro pour les deux. On n'a pas réussi à avoir un deuxième micro. Alors, toi, tu as fait des recherches, Bernard, sur le sida, sur le VIH, et tu es arrivé à la conclusion que c'est comme le COVID, c'est comme le H1N1, c'est une épidémie, une maladie qui ne repose sur pas grand-chose. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Alors voilà. Moi, il y a 3 ans, j'étais dans ma chambre d'hôtel à Londres, je défaisais mes bagages et mon ami londonien a vu mes pilules, que les contribuables payent à raison de 1 500 $ par mois. Alors, j'en ai pris pour 120 000 $, moi. Donc, il a vu mes pilules, puis là, j'ai dit, tu sais, vu qu'ils avaient vu, je dis, ben oui, je suis HIV positif, je prends ces bonbons-là depuis 8 ans. Alors, il me dit, inquiète-toi pas. Tout le monde dit le son. Le son est pas bon? OK. Le son. Plus proche, le son est pas bon. Est faible. Ouais, mais si on le monte trop, là, ça distorsionne. Bon, enfin. Il va falloir être patient sur le son aujourd'hui, j'imagine. Anyway. OK, je continue. Donc là, il me dit, inquiète-toi pas, j'ai un ami qui l'a déjà été HIV positif. Fait que là, j'ai dit, voyons, qui l'a déjà été. Quand on est HIV positif, on l'est toujours. Plus proche, ça continue. Le son, ils disent, on n'entend pas. Le son. Qu'est-ce qu'on fait? On continue dessus. 1, 2, 1, 2. Est-ce que c'est mieux?
Bernard a tout à fait raison. Alors, je vais continuer. Donc là, il me dit ça, mon ami, ça fait 2 ans qu'il ne prend plus ses pilules. Il me dit, c'est toute une fraude. Fait que là, j'étais là, voyons, une fraude. Bon, le soir même, j'ai décidé d'aller sur Internet puis de regarder ça en me disant, je vais démystifier ça en 5 minutes, ça va être, ça se peut pas. Bon. Et là, je m'attendais à voir des pseudo-médecins, je m'attendais à voir des médecins qui ont frustré, qui n'ont pas fini leurs études ou quoi que ce soit. Et là, ce que j'ai vu, c'est des prix Nobel, des professeurs de microbiologie à Harvard. Et là, moi, qui est zéro en sciences, je me disais juste, comment des gens de ce niveau-là peuvent dire, peuvent prononcer une telle connerie que le VIH ne serait pas la cause du sida. Sauf qu'en même temps, dans ma chambre d'hôtel, je me souviens, et ça malheureusement, il y a juste moi qui peux le dire, qui peut en être certain, mais moi, je me suis protégé toute ma vie. Je suis arrivé à Montréal en 92, puis tu sais, les gays du village qui prenaient le premier médicament qui avait beaucoup d'effets secondaires, qui les tuait honnêtement, on en parlera plus tard, mais écoute, c'était la cour des miracles dans le village. On voulait pas pogner ce sida-là. Fait que moi, le petit kid qui arrive de Montmagny, qui a 18 ans, crée-moi qu'on se protégeait. C'était même pas une... Tu sais, c'était un autre monde, là, dans le monde gay. En 92, 94, je suis arrivé à Montréal, on se protégeait. Donc moi, j'avais jamais eu aucune idée de comment j'avais pogné ça. Donc quand on me dit c'est une fraude, ça a comme fait un petit quelque chose. Fait que c'est pour ça que je suis allé voir. Parce que c'est ça l'affaire. Les gens, ils vont même pas voir. Ils entendent parler, le COVID, c'est une fraude, le World Trade Center. Ils vont pas voir. Ça se peut pas que ce soit pas vrai. Et qu'est-ce que tu as trouvé? J'arrive et là, premièrement, j'ai fait Google ou YouTube, j'ai fait HIV fraude en anglais, HIV fraud. Et là, la première chose que j'ai vue, c'est plein de choses qui ont sorti et je me suis dit, comment ça, j'ai jamais entendu parler, ne serait-ce que de la présence d'une dissidence. Alors, j'ai commencé à regarder ça et le premier médecin que j'ai regardé, qui a fait une conférence d'1 heure, qui était enragé noir, qui s'appelait Dr. Robert Wilner, à la fin de sa conférence, il a pris du sang dans son patient HIV positif et il s'est injecté devant les caméras. Il s'est injecté du sang d'un patient séropositif, c'est ça? Ça, oui, et c'est encore sur YouTube. Et là, ce monsieur-là, clairement, je ne pouvais pas évaluer avec ma bio secondaire 3 si ce qu'il disait tu sais, c'était en anglais, puis c'était comme trop pour moi d'entendre tout ça. Mais une chose est sûre, j'entendais que ce monsieur-là, qui avait un PhD, il était docteur, mais il avait aussi une spécialité, je pense, il croyait ça. Il croyait que le HIV n'est pas la cause du sida. À ce moment-là, je ne savais pas qu'il y en avait plein comme lui. Mais moi, ça ne pouvait pas fonctionner dans ma tête que quelqu'un disait ça. C'est Wilner, ça. Oui, Dr. Wilner, on a une quote, une citation de lui. Donc, Dr. Wilner qui dit « Nous parlons probablement du scandale et de l'arnaque la plus horrible jamais perpétrée, non seulement au nom de la science, mais dans l'humanité et dans toute l'histoire. Dr. Robert Wilner, auteur de Deadly Deception, Prove that Sex and HIV absolutely do not cause AIDS. » Voilà. Et ce monsieur-là, j'ai regardé son entrevue, je l'ai vu se piquer, et là, j'ai fait, tiens, on n'a pas vu ces images-là nulle part. Et là, je me souviens, je suis dans ma chambre d'hôtel à Londres et je me dis, je dois rencontrer cet homme. Je dois rencontrer. Et là, en disant ça, l'estomac m'a fait un tour et je me suis dit, il s'est fait tuer. Je te jure, là, je me disais, ce que je viens d'entendre, même si je n'ai pas tout compris, il le croyait. Il y avait quelque chose, je me disais, si ce qu'il dit c'est vrai, ça veut dire que ça prend une méchante cabale en arrière pour avoir perpétué un mensonge comme ça. Alors j'ai dit, il va s'être fait tuer. Alors là, je fais une petite recherche. 16 semaines après avoir fait ce qu'il a fait, puis sa conférence, il était mort. Pas du sida. Il était mort, c'était écrit crise du cœur. Comme Claire Séverac, c'est ça? Exactement. Claire Séverac. Et après, il y a eu d'autres. Moi, là, je mets ma vie en danger de dire, ça fait 3 ans que j'ai arrêté mes pilules HIV que j'ai pris pendant 8 ans. Je me mets en danger. Le monde m'a dit que je suis fou. Mais moi, dans mes recherches, là, tous les alarmistes comme moi, HIV positifs, qui ont parlé de ça,
sont toutes parties de la map. Ils sont toutes parties. Ils sont partis de la map. Alors, il y a un certain nombre d'hommes de science bien éminents dont tu nous as envoyé les déclarations. On en a quelques-unes ici. Est-ce qu'il y en a une que tu voudrais voir en particulier, notamment celle de celui-là ici, le docteur David Raznick? Le VIH n'a jamais été observé dans un être humain. Pensez à ça. Les soi-disant tests VIH ne détectent pas le virus lui-même. C'est comme un peu comme avec le COVID, right? C'est des tests qui sont pas faits spécifiquement pour le VIH. Le VIH ne détecte pas le virus lui-même. Il détecte les anticorps qui réagissent avec certaines protéines qui sont produites en laboratoire. Le test ne détecte pas le virus dans la personne. Il détecte le fonctionnement du système immunitaire de la personne qui pourrait réagir contre le VIH s'il était là. Alors, moi, j'entends ce monsieur-là dire ça. Qui me dit que c'est vrai? Je pars de chez nous et je m'en vais dans une autre clinique VIH à Montréal et je leur dis, j'aimerais ça faire un test VIH, il m'est arrivé un accident, tu sais, je fais semblant que... Je refais un test VIH, ils ne savent pas que je suis déjà HIV dans cette clinique-là. Alors, j'arrive devant l'infirmière, je dis, écoutez, j'aimerais vraiment ça, pourriez-vous me donner la notice du test VIH? Alors, la fille est en train de me faire le test et je prends la notice, je l'amène chez nous et là, évidemment, sur le dessus, c'est écrit test HIV, mais à l'intérieur, en tout petit, c'est écrit que ce test n'est pas spécifique au HIV. Alors là, je dis, bon, OK, il y a un test de confirmation, le Western Blot. On fait une petite recherche sur le Western Blot. Ah, il est illégal en Angleterre. Et là, tu regardes des documentaires, ils parlent des tests. Le test HIV, là, si toi, tu t'en vas faire un test HIV, puis le médecin te dit, Alexis, tu es HIV positif. Là, tu penses qu'ils ont vu le virus dans ton sang. Ils n'ont pas vu le virus dans ton sang, ils ont vu des anticorps. Ça, c'est la version officielle que je te dis là. Le médecin va te dire, ah oui, j'ai le virus dans mon sang. Tu vas dire, non, non, non. Il va dire, tu as les anticorps, donc ça veut dire que le virus est là. Mais les lanceurs d'alerte ont fait des tests, ils ont fait des recherches, et il y a 70 raisons pour lesquelles un test HIV va flasher positif autre que le HIV. Puis de toute façon, le HIV n'a jamais été isolé. C'est un mensonge de A à Z. Là, moi, je suis en pleine santé. Je suis même en meilleure santé depuis que j'ai... Pas le VIH. Dr. Rodney Richard, chimiste co-inventeur du premier test d'anticorps VIH. Alors, donc, ce gars-là, c'est pas n'importe qui. Il a travaillé sur les premiers tests, les tests ELISA. Et pire que ça, puis pour te dire, écoute bien, j'ai un ami pharmacien dont je parle dans la vidéo, dont je vais taire le nom parce qu'il va perdre sa job, parce que c'est comme ça que ça marche, hein, on se comprend. Ils ne sont pas complices. Il m'a donné la notice du vaccin de la grippe. En fait, je te l'ai envoyé aussi, ça. Dans la notice du vaccin de la grippe, parce que vaccin de la grippe fait partie des 70 raisons qui pourraient donner un faux test positif à HIV. Alors, si on regarde dans la notice du test de la grippe, c'est écrit que, je ne le trouve pas pour mal faire, mais je le sais par cœur, c'est écrit un vaccin de la grippe dans la notice du vaccin. Là. Le vaccin de la grippe. Vaccin de la grippe, tu peux avoir un faux test positif au HIV. Alors, donc, pour résumer, si quelqu'un reçoit le vaccin de la grippe, il peut tester positif au VIH. Exactement. Exactement. Et après ça, embarquer sur les médicaments toute sa vie. Oui, là, évidemment, là, je vous parle des premières années, parce que là, les tests sont soi-disant plus spécifiques au HIV, mais ce n'est pas vrai. Moi, là, OK, j'ai arrêté mes pilules. Alors, d'après la version officielle, l'orthodoxie, Fauci, puis l'OMS, puis le CDC, moi, présentement, j'ai 2 milliards de virus HIV dans mon sang qui ne me tuent pas, ils dorment au gaz. Par contre, si je m'en vais voir un microscopiste électronicien, à l'Université Laval, il y a un microscope électronique, si je m'en vais là et je leur demande de me montrer mes rétrovirus dans mon sang, ils ne peuvent pas. On n'a jamais pu voir au microscope électronique directement du sang d'un malade qu'on dit avoir plein de virus HIV dans son sang comme moi, on n'a jamais pu observer au microscope électronique des particules de rétrovirus. On ne peut pas les voir dans mon sang. C'est juste des faux tests qui me disent « Oui, 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 tu l'as ».
Ça nous amène à la citation du docteur David Raznick, biochimiste, chercheur invité à l'Université de Californie à Berkeley. Le VIH n'a jamais été observé dans un être humain. Pensez à ça. Les soi-disant tests VIH ne détectent pas le virus lui-même. Ils détectent les anticorps qui réagissent avec certaines protéines qui sont produites en laboratoire. Le test ne détecte pas le virus dans la personne. Il détecte le fonctionnement du système immunitaire de la personne qui pourrait réagir contre le VIH s'il était là. Donc, ce n'est pas comme le coronavirus. Dans les deux cas, les tests sont remis en question, sauf que ce n'est pas comme le coronavirus. Le coronavirus, apparemment, on est capable de le voir ou c'est quelque chose de tangible. Dans le cas du VIH, il n'y a pas de virus visible nulle part. C'est un virus qui est invisible, c'est ça? Dans le corps d'un être humain, invisible. Par contre, le VIH a un code génétique. Donc, l'Institut Pasteur, en 1983, Luc Montagnier, qui en passant récemment a dit qu'il y avait des codes, des séquences génétiques du VIH dans la COVID. Je ne sais pas si on va peut-être en parler plus tard, mais Luc Montagnier, l'Institut Pasteur ont forcé l'isolation du virus HIV, et ça sur censure. Le grand docteur Étienne de Harvant, qui est le père du microscope électronique, le grand directeur du laboratoire de microscopie électronique de Sloan Kettering à New York, le plus grand centre de recherche de cancer. Il a été directeur du laboratoire là. Il nous dit, c'est lui qui nous dit que le virus n'a jamais été observé dans le sang. Et qu'est-ce qu'il dit aussi qu'on disait là? J'ai perdu ma ligne de ce que je voulais dire. Donc, oui, Luc Montagnier, c'est lui. Il nous explique, quand il nous a expliqué que Luc Montagnier, à l'Institut Pasteur, quand ils ont isolé, ils ont rajouté du sang de cordon ombilical et ça a l'air que ça, c'est rempli de rétrovirus. Donc, c'est pas d'un sang d'un gay malade qui ont vu les rétrovirus et qui ont isolé, mais ils ont mis une... Écoute, moi, je ne suis pas scientifique. C'est tout expliqué par des scientifiques de l'élite sur le site, mais ils ont triché sur tout. Sur l'isolation du virus, sur comment le virus cause le sida, sur les tests, puis sur les premiers médicaments qui tuaient les gens. Donc, c'est pour ça ici que c'est intéressant, c'est parce que ça nous aide à faire un parallèle avec le COVID, le H1N1, c'est-à-dire que l'industrie pharmaceutique, je veux dire, c'est ce qu'on appelle une cash crop, le sida, hein? C'est-à-dire qu'on met les gens sur la médication et on est capable d'engranger des profits gigantesques. Il y a d'ailleurs, il nous promettait, je pense, un vaccin en dedans de 2 ans, dans le milieu des années 80, et le vaccin n'est jamais arrivé. Pourquoi le vaccin n'est jamais arrivé alors qu'il avait été promis? C'est parce que c'est bien plus payant d'avoir des gens sur les médicaments. Hein? Et tout ça montre, comme je l'ai dit, si on fait le parallèle avec la COVID, le H1N1, une industrie pharmaceutique hors contrôle. Et il y a une Québécoise qui avait écrit un livre là-dessus, Guylaine Langto, qui s'appelait La mafia médicale, qui a été censurée par le Collège des médecins. Vous l'avez ici, là, c'est la pièce B, destinataire responsable des bibliothèques de quartier. Ça a été le Collège des médecins du Québec a fait radier ce livre, l'a fait mettre à l'index. Le livre La mafia médicale exposait la fraude VIH-Sida. Le Collège des médecins a révoqué le permis de pratique du docteur Langto et a censuré le livre. Vous avez le document ici à la Ville de Montréal. Toi, tu lui as parlé à Guylaine Langto. Oui. Non seulement j'y ai parlé, mais c'est une dame que j'adore. C'est une amie. Elle me racontait, j'ai dit, comment t'as entendu parler de ça, la fraude HIV? Bon, elle était déjà, elle, dans les vaccins, évidemment. Guylaine Langto, c'est une médecin. Écoutez, il y a 25 ans, elle nous parlait de la fraude vaccinale. Alors, c'est une dame qui avait 5 cliniques, une médecin qui avait 5 cliniques aux États-Unis. Alors, imaginez, 5 cliniques aux États-Unis, elle roule dans les millions. Là. Quand j'ai entendu le pharmacien, tout le monde en parle, quand Guy a posé la merveilleuse question, quel est le but des anti-vaccins de dire ça? Puis il a dit, moi je me disais, qu'est-ce qu'il va répondre à ça? Quel est leur but? Et il est allé répondre. Je ne sais pas si tu te souviens, il est allé répondre, ils ont des buts financiers. Guylaine Langto, docteur Guylaine Langto a exposé la fraude vaccinale. Elle a laissé tomber une vie de millionnaire. Alors ça le pharmacien, c'est lui qui défend l'industrie pharmaceutique, là, pour ceux qui ne le connaissent pas en France. Il est toujours en train de défendre Big Pharma, les gros médicaments, à attaquer la chloroquine, genre, je ne sais pas s'il a attaqué la chloroquine, mais
s'en prendre à tous ceux qui remettent en question les dogmes de l'industrie pharmaceutique. Et il allègue que ces gens-là ont des intérêts financiers, alors que lui défend l'industrie. Vous comprenez? Il est en conflit d'intérêts total. Oui, c'est ça. La raison de la fraude vaccinale. Écoute, c'est un paradoxe inégalé. Le pharmacien qui a le droit de prescrire de la chloroquine, puis qui était à tout le monde en parle, et qu'à la place de dire je comprends pas pourquoi on dit que c'est toxique, on a le droit, un pharmacien, même pas un médecin, on a le droit de le prescrire. Alors pourquoi? C'est depuis des années. Alors, ils ont triché pour le VIH, ils ont triché sur l'isolation, sur les tests, sur la charge virale. Bon, ça, c'est une autre affaire que là, regarde, on a une quote, la petite aucune preuve en haut. Voilà. Alors, ça, chers amis contribuables, vous devez, bon, il n'est même pas probable, encore moins scientifiquement prouvé, que le VIH cause le sida. S'il existe des preuves que le VIH cause le sida, il devrait y avoir des documents scientifiques qui, individuellement ou collectivement, démontrent ce fait, au moins avec une probabilité élevée. Il n'y a pas de tel document. Le problème, c'est que savez-vous qui dit ça? Carey Mullis, prix Nobel de chimie 93, écoutez bien, pour l'invention de la méthode PCR utilisée pour calculer la charge virale VIH, ce qu'il juge frauduleux. Alors là, prenons un instant. Imaginez les gens qui osent dénoncer. Ce sont des prix Nobel, des scientifiques de renom qui osent dénoncer ça, qui osent briser l'omerta médicale. Imaginez tous ceux qui aimeraient faire ça, mais qui n'osent pas. Et c'est ça qui est particulier avec le cartel pharmaceutique, le cartel médical, c'est qu'il y a une clique en haut qui impose le silence. Et dès qu'un médecin se prononce, il est radié, il perd son permis. Si on n'est pas d'accord avec ce qu'une petite clique a décidé, on est immédiatement écarté. Alors, imaginez à quel point ça crée un refroidissement. Ça empêche les gens de sortir et de parler de leurs convictions, ça. Absolument. Et si vous vous demandez pourquoi les médecins ne parlent pas, ben c'est ça. Ils perdent leur licence. Donc, sur les 12 millions de médecins qu'il y a sur la planète, ben, il y en a 11 millions qui n'ont absolument jamais entendu parler de l'imposture du VIH. 1 million qui n'ont peut-être entendu parler, ils ont tourné les yeux et ne sont même pas allés voir. Il y en a peut-être, ils ne vont pas voir. Dès que ce n'est pas leur religion. Les médecins ne savent pas ce qu'il y a dans le livre des dissidents de la même façon qu'un témoin de Jéhovah ne sait pas ce qu'il y a dans le Coran. Ce n'est pas son livre, ce n'est pas sa croyance, donc il ne va même pas voir. Et pour vous dire à quel point, là, OK, moi, mon ex-médecin de famille, Dr. Régent Thomas, faites un Google Image de Régent Thomas si le nom vous dit rien, et les gens du Québec surtout, vous allez le reconnaître. À chaque fois qu'on entend parler d'un médecin au Québec, plutôt à chaque fois qu'on entend parler de sida au Québec à la télé, c'est Régent Thomas qu'on voit, puis ça fait 35 ans. Mais Régent Thomas, quand il va dans des conventions de sida, là, financées par le lobby du sida, sa chambre d'hôtel, puis tout, puis ben c'est ça. C'est financé par le lobby du sida. Le même lobby, le même groupe de génies. C'est des génies qui ont fait ça. C'est des psychopathes, mais c'est des génies. Le même groupe de génies qui a financé toutes les études. Alors, ce groupe-là a imposé la cause. Ils ont dit avec une conférence de presse, nous avons trouvé la cause du sida. Le 23 avril 1984, Washington a annoncé la cause du sida au monde entier. Et cette journée-là, leur conférence de presse était soutenue par les papiers d'un seul chercheur, Dr. Robert Gallo, qui est un crosseur, a été reconnu, accusé plus tard, même le New York Times, regardez la date, du 31 décembre 92. Hein? Les mainstream médias qui sont toujours entre l'arbre et l'écorce, hein? S'il y a une nouvelle importante comme ça, il faut la sortir, parce que si on ne la sort pas, on va avoir l'air d'être complice. Et si on la sort, ben, il faut la sortir, mais on ne la sort pas trop gros. Bon, c'est déjà pas pire. L'article n'était pas si gros que ça, c'est un montage. Hein? C'était très petit sur le journal, à place de jouer ça en gros. Et il y a aussi cette notice du National Cancer Institute qui dit essentiellement I do not believe any of the particles photographed are HTLV 1, 2 or 3. Alors, HTLV, c'est l'ancien nom du VIH. Ce que vous voyez, ça, le document A, c'est le seul et unique document qu'on a d'un autre scientifique que Robert Gallo. Ça, c'est une lettre qui date de 4 semaines avant la fameuse conférence de presse historique du 23 avril 1984,
comme je disais tout à l'heure, où on a imposé la cause du sida aux scientifiques et aux citoyens du monde entier, ben, 4 semaines avant, on avait un microscopiste électronicien qui disait, écoutez, les échantillons que Robert Gallo nous a envoyés, ce que je vois là, c'est pas des HIV. Alors, malgré tout, on a annoncé au monde entier la cause du sida. Écoutez, il y a une chose que je peux blâmer envers les lanceurs d'alerte. Ils ont l'air de parler d'une erreur des scientifiques. Ce n'est pas une erreur. C'est un coup, c'est un plan politique de dépopulation et de ralentissement de naissance. C'est ça le sida. Est-ce que tu peux élaborer là-dessus? Alors, il y avait 1 milliard de personnes sur la planète, il y en avait 2, il y en avait 4, il y en avait, tu sais, ils se sont dit, wow, 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 wow. Alors, qu'est-ce qui arrive? Alors, le plus grand instrument pour manipuler les masses, c'est la peur. La plus grande peur, c'est la mort. C'est quoi le sida? C'est la peur de la mort. On a fait de l'acte de la vie la mort. Là, le monde pense qu'en baisant, là, en faisant des enfants, on peut mourir. C'est-tu pas antinaturel, ça? Le sida ne se transmet pas sexuellement. Et là, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas mettre de condom, les gonorrhées puis les chlamydia puis tout ça, c'est vrai. Mais le sida ne se transmet pas sexuellement parce que le sida n'est pas causé par le VIH. Le VIH, ce que eux appellent le VIH, est peut-être transmettable sexuellement. Que s'il y a du sperme qui touche au sang puis que le sang crée une protéine de défense, c'est ça la protéine qui font flasher les... Ils ont des trucs. C'est fictif. Ben, c'est fictif ce que je dis là. C'est pas impossible. C'est dans la liste des 70 raisons. On dit que la sexualité anale, ça peut faire des tests positifs, mais pas parce que le virus s'est propagé d'une personne à l'autre pendant l'acte. Ce n'est pas vrai. Que le VIH cause le sida est un mythe. Et moi, quand j'ai commencé ma recherche et que j'ai entendu des gens dire ça comme ça publiquement, je reculais comme ça. Docteur Guylaine Lanctot, elle disait au monde, n'allez pas faire des tests. C'est faux. Moi, je me disais, elle est folle. Je me disais comment... Écoutez, vas-y. VIH égale sida égale mort est la plus grande imposture scientifique du siècle dernier. En termes de crimes contre l'humanité, cela vient en deuxième après la vaccination. Ne faites pas de tests de séropositif VIH car tout est faux. Le sida ne se transmet pas sexuellement. C'est un génocide ciblé. Écoute, alors parlons maintenant du mot génocide. Un des rares lanceurs d'alerte, John Lorenstein, parce que l'AZT, là on va parler de l'AZT. Alors, il y a beaucoup de gens présentement qui doivent se dire, ben oui, mais s'il n'y en a pas de virus, puis si le VIH ne cause pas le sida, pourquoi le monde mourrait avant et il ne meurt plus aujourd'hui? Parce que depuis 96, ah oui, ça c'est important de le lire. Vas-y, tu lis mieux que moi, Alexis. Tu as une meilleure voix que moi pour lire. AZT, le vrai tueur, des centaines de milliers d'homosexuels, rien qu'aux États-Unis, ont été tués par un poison pharmaceutique mis sur le marché à la suite des recherches frauduleuses. Un jour, cela s'appellera l'Holocauste gay, dit John Lauriston, A.B. Harvard, auteur de Poison sur prescription, histoire de l'AZT. Il y a une autre citation. L'AZT est un médicament sur ordonnance et, selon le fabricant lui-même, il provoque des symptômes impossibles à distinguer du sida. Je peux donc dire, sans être arrogant, que l'AZT est le sida sur ordonnance, nous dit Dr. Peter Duesberg, virologiste élu sur le National Academy of Science. Ce monsieur-là, Peter Duesberg, c'est le Didier Raoult du VIH. S'il y avait eu Internet dans le temps du sida, il ne s'en serait pas sorti. Il ne s'en serait pas sorti comme ça parce que, bon, l'AZT, alors voilà. Si le VIH ne cause pas le sida, ben il mourrait de quoi, les gars? Ben il mourrait du sida. Hein? Le sida existe. Il n'est pas causé par le VIH, mais le sida, c'est-à-dire un système immunitaire qui a planté, ça existe. Mais... Donc, tu dis que, c'est ça, le fait que des personnes aient un système immunitaire qui s'effondre, ça existe. Mais d'attribuer ça à une espèce de virus invisible que personne n'a jamais vu, que personne n'a jamais été capable d'isoler, ça, c'est une farce. Voilà. Donc, le sida existe. Alors, le sida en Amérique, dans les années 80, les systèmes immunitaires qui avaient planté, c'était des homosexuels dans les bars
que je sais, je suis gay, vous aurez compris, dans les bars, c'était la drogue, moi, j'étais pas là dans ce temps-là, là, je suis né en 74. Mais à San Francisco, LA et New York, c'était cocaïne, héroïne, LSD dans ce temps-là, et surtout, la drogue des gays, les poppers. Voilà. Ça s'appelle du nitrite d'amyle. Je me recule du micro, je pense que c'est trop fort. Ça s'appelle du nitrite d'amyle. C'est une drogue excessivement populaire chez les gays. Pourquoi chez les gays? Parce que c'est aphrodisiaque et, disons les choses comme elles sont, ça relaxe les muscles sphincters. Alors, la drogue est très populaire chez les gays. Mais c'est qu'aujourd'hui, c'est sniffé. Hein? Ça, c'est une drogue que tu fais ça de même. Et ça crée comment dire, c'est aphrodisiaque, un high pendant à peu près 2-3 minutes. Alors aujourd'hui, les gays... Et ça fait s'effondrer le système immunitaire. Hein, c'est ça. Alors les gays aujourd'hui, ils sniffent ça dans le lit pendant les relations sexuelles. Mais dans le temps, en 1970, voilà, ils sniffaient ça sur la piste de danse pendant des heures et des heures et des heures, jeudi, vendredi, samedi. Et ça a été prouvé que le système immunitaire, ça plantait. Les gays étaient... T'avais une gang de gays qui étaient dans les bars, qui en baisaient 12 par fin de semaine, qui prenaient de la drogue et des antibiotiques. C'est ça! C'était ça, le système immunitaire qui plantait. C'était une gang de gays sur le party, sur les antibiotiques. Ça fait-tu du sens? Vous ne trouvez pas que ça fait du sens? Versus un virus qui vient du singe. Et ça, c'est l'Amérique. Hein? En Afrique, c'est pas ça. Mais là, comment ça se fait que tous les médecins qui sortent des facultés de médecine ne comprennent pas ce que tu viens de nous expliquer là? Ils n'en ont jamais entendu parler. Tout ce que les médecins ont entendu dans leur vie, c'est ce que... Et attention, hein, un médecin de famille, ce n'est pas un virologiste, c'est pas un microbiologiste, c'est pas un épidémiologiste, c'est un médecin de famille. Tout ce que votre médecin de famille sait sur le VIH, c'est ce qui est sorti de son fax. Eux autres, là, le 23 avril 84, ils se sont fait dire en même temps, nous avons trouvé la cause du sida. Hein, un virologue, il a trouvé la cause du sida. Les médecins, ils regardent la TV et ils nous disent qu'il y a 2 avions qui ont planté 3 buildings. On ne s'en va pas vérifier. On considère qu'ils ont fait leur job et que c'est la vérité. Donc, les médecins, ils ont considéré que c'était la vérité. Et là, il y a c'est arrivé 2-3 ans plus tard qu'il y en a qui ont commencé à faire « Hey, ça ne marche pas cette affaire-là », des microbiologistes, des virologues. Ils ont fait « Wow, ça ne marche pas ». Mais quand c'est une annonce de la Maison-Blanche, on considère que la job a été faite. On considère que, moi, là, quand on entend dire, OK, nous avons trouvé la cause du sida. Ben, sans le savoir, on se dit, OK, ils ont envoyé de l'argent à plein de laboratoires, il y a plein de laboratoires qui ont fait les recherches, puis à un moment donné, il y en a un qui l'a trouvé, ils ont vérifié, puis là, tac, il y a eu un consensus. Non. Le 23 avril 1984, je le redis, quand on a annoncé au monde entier la cause du sida, c'était un chercheur. Puis ce chercheur-là, il n'a pas trouvé la cause du sida. Écoute ça, il s'est fait appeler par le CDC, le directeur du CDC à ce moment-là qui s'appelait James, j'oublie son nom, c'est pas important, mais je l'ai de sa bouche là, dans une entrevue sur Internet. Il dit « J'ai appelé Dr Robert Gallo, le grand Manitou de la rétrovirologie. Je l'ai appelé pour dire hey, regarde donc si ton affaire, là, ça serait pas ça la cause du sida. » Donc, Robert Gallo, il regarde ça, qui avait déjà essayé de coller son test sur la leucémie, puis ça n'avait pas marché, ça avait foiré. Puis là, il regarde ça, c'est tout ce qu'il a étudié là, pendant la... Ah, ben oui, c'est ça, comme par hasard. Ils l'ont appelé, ah, regardons si ce serait pas ça. Puis comme par hasard, c'était ça. Et donc mais là, tu me dis, là, finalement, ça ressemble un peu au COVID et au H1N1, c'est quelque chose de fabriqué, c'est quelque chose auquel, c'est une entreprise à laquelle les médias ont participé, les politiciens ferment les yeux, tout le monde embarque là-dedans, tout le monde joue le jeu. Pourquoi? Il faut faire attention quand on dit les médias ont participé. Oui, les médias en haut, il y a des mainstream médias qui sont propriétés des banquiers mondiaux et qui sont souvent, les banquiers souvent, c'est l'empire du pétrole, l'empire de la pharmaceutique, puis les banquiers mondiaux, c'est souvent les mêmes. Hein? Il faut faire attention quand on dit souvent les conspirationnistes, qui sont en fait des chercheurs de vérité et des lanceurs d'alerte, on l'haït ce mot-là. Souvent, on dit ça, les médias vous mentent, les médias vous mentent. Il faut faire attention.
Est-ce que les médias... Moi, je pense pas que Sophie Thibault, puis Pierre Bruno, puis Patrice Roy, puis Anne-Marie Dussault nous mentent. Eux nous mentent. Ils se font mentir. Ils se sont fait dire, il y a 2 avions qui ont fait planter. Ils se sont fait dire, le HIV cause le sida. Ils se sont fait dire, ils répètent. Et quand ça vient de l'OMS, tu ne vérifies pas, ça vient de l'OMS. Comment que je vérifie de toute façon, puis c'est pas vrai, je pourrais pas le dire à Radio-Canada, le reste du monde le dit. Ben, nous autres, on l'a fait, les vérifications à Radio-Québec, c'est ça. Oui, exactement. Mais c'est pour ça que je suis ici. Vous avez vu ce qui est arrivé à Denis Lévesque. Denis, il nous ment pas. Denis, il protège le peuple dans sa tête. Il y a un fou dans sa tête qui est en train de dire que le VIH ne cause pas le sida. Et dans la tête de Denis Lévesque, il protège le peuple. Mais c'est pour ça que la vérité ne sort pas. Mais là, 35 ans plus tard, avec 40 millions de morts, puis 30 millions d'HIV positifs, puis qu'on n'a pas encore la cure, on va l'accepter combien de temps encore, cette raison-là? Cette raison-là de dire, on ne peut pas mettre ces gens-là, comme moi, à la télé, ils sont dangereux. Ben oui, je suis dangereux. Ça fait 3 ans, je ne prends plus mes pilules, puis je suis en meilleure santé qu'avant. Et là, on a fait du coq à l'âne, on a passé de l'AZT, je suis bien bon là-dedans, moi, le coq à l'âne. L'AZT, c'est très important de parler de l'AZT parce qu'il y en a qui doivent se demander pourquoi les gens mouraient avant et ils ne meurent plus maintenant. C'est parce qu'on les a tués. On les a tués avec le premier médicament. Est-ce que vous vous souvenez du film Dallas Buyer Club? On a une photo de ça, je pense, avec Matthew Montgomery qui avait gagné l'Oscar pour le meilleur acteur. Il jouait un drug addict, un drogué là-dedans qui était séropositif. Et pour ceux qui ont vu le film, il ne voulait rien savoir de bouffer de l'AZT, de la zidovudine, le premier médicament, le premier traitement pour le sida, pour le VIH. Alors lui, il ne voulait pas le prendre, alors il s'en allait au Mexique chercher une autre affaire. Alors, il avait raison de ne pas vouloir le prendre. L'AZT, le premier médicament contre le HIV, n'a pas été créé pour le HIV. Écoutez bien ça. C'est un médicament qui avait été mis sur les tablettes en 1965, après qu'on avait testé ce médicament-là sur des souris pour le cancer. Et là, les souris développaient des leucémies, les souris crevaient. Alors, on a tout de suite cancellé les tests sur des humains et on a mis la zidovudine sur les tablettes en 1965. En 1980, 20 ans plus tard, 85-86, quand une gang de gays qui ont planté leur système immunitaire à cause de la drogue, on leur donne un médicament qu'on avait mis sur les tablettes parce que les souris crevaient. Parce qu'ils ont fait des tests et ils disaient que le HIV... Oui, OK, mais ce n'est pas le HIV qu'ils ont en plus. Sont intoxiqués. Sont intoxiqués, sont en train de crever. On rajoute du poison. Et comme tu l'as lu tantôt, ils l'ont écrit dans Notice. Ils ont écrit dans la notice de l'AZT que les effets secondaires de l'AZT, c'est les symptômes du sida. C'est dans notre face. Puis on les a vus mourir. Moi, là, si on était en 1986, le 3 ans que je viens de passer à ne pas prendre mes pilules, si j'avais pris de l'AZT, je serais mort. Alors, quand Denise Bombardier me traite de fêlé, de ne pas écouter A puis B, je veux dire, ça me passe 10 pieds par-dessus la tête. Et l'AZT, en passant, imaginez-vous donc en 2020, aujourd'hui, à matin, en Afrique, il y a des petits bébés qui se font prescrire ça. Des bébés naissent avec les anticorps de la mère, hein, le miracle de la nature. Le bébé reçoit les anticorps de la mère. Alors, vous vous souvenez, on a dit tantôt que les tests VIH, c'est des anticorps. Bien, les tests VIH en Afrique sont beaucoup plus sensibles. Hein? Les tests n'ont pas la même sensibilité partout. Alors, tu peux faire un test en Afrique puis être HIV positif et tu prends l'avion la même journée, tu t'en vas en France puis tu vas être négatif. Du moins, dans les années 90, c'était comme ça. Alors, ils ont fait des tests sensibles pour les Africains et là, ils leur donnent de l'AZT. Donc, petit bébé en pleine santé, faux test AZT. C'est un génocide. Puis en 2020, ils ne sont pas obligés de donner l'AZT. On a des médicaments qui ne tuent plus. C'est ça que dit Guylaine Langto quand elle parle de génocide. Là, hein? Elle dit, je le répète ici, là, tout est faux. Le sida, c'est un génocide ciblé. Ouais, elle le dit. Absolument. Puis il n'y en a pas beaucoup qui ont osé dire le vrai mot. C'est un génocide. Alors, pour l'Afrique, ils se font carrément tuer.
ici, maintenant, tous les gays, il y a des hétéros aussi, c'est surtout des gays encore, le VIH. Les pilules qu'ils prennent, bon, comme moi, j'ai pris ça pendant 8 ans, c'était 3 pilules par jour, mais maintenant, c'est une pilule. Alors, beaucoup moins nocif, mais ça reste c'est une petite chimio, hein? C'est une chimiothérapie. Alors, Et donc, on va conclure là-dessus. Pourquoi, c'est quoi l'intérêt de maintenir le sida s'il n'existe, si le virus n'existe pas, si tout ça n'est qu'une grosse fraude, une arnaque, même un génocide, disent certains, pourquoi maintenir tout ça? À qui profite le crime? Alors, le dogme du VIH servait à dépopuler et à faire mettre des condoms. Et ça, ils le veulent toujours. Et évidemment, juste au Canada, on paye 1 milliard en pilules VIH avec 70 000 Canadiens VIH positifs. Et ça, dans ma lettre ouverte à Régent Thomas. Et en passant, merci à toutes tes fans qui ont cliqué là-dessus. Je suis à 80 000 vues. Puis quand je vais avoir 100 000 vues, allez donc cliquer. Quand je vais avoir 100 000 vues, je vais faire une autre vidéo, lettre ouverte aux médias du Québec. Vous pouvez la trouver ici. Oui, sur Sida Censure. SidaCensure.com. Oui, il y a la lettre à Régent Thomas. Je suis en train de traduire le site en anglais. Et allez cliquer parce que quand il va avoir 100 000 vues, je vais faire lettre ouverte aux médias du Québec. Et je vais parler du fait que, bon, il y a Denis Lévesque qui a censuré. Il y a Régent Thomas. Est-ce qu'on a la réponse de Régent Thomas? Parce que vous devez aller voir la lettre à Régent Thomas. J'ai vraiment osé là-dedans. Je suis allé un peu fort. Je pensais me faire censurer d'ailleurs de YouTube, mais ils l'ont gardé là. Je te l'ai envoyé tout à l'heure. Je ne sais pas si on a eu le temps de la loader. Ben écoutez, je vais vous le dire. À qui profite le crime? Ben, on ralentit toujours les naissances. Hein? On met toujours des condoms parce qu'on a peur du sida. Oui, mettez vos condoms, mais pour les gonorrhées, puis les chlamydia, puis les syphilis. Et évidemment, l'argent. Juste au Canada, si on paye 1 milliard en pilules HIV, imaginez le reste de la planète. C'est 100 milliards. Il faut juste comprendre que s'ils sont capables de créer quelque chose comme ça, une arnaque sur le site, demandez-vous pas pourquoi ils nous confinent, ils nous obligent à porter le masque. Tout ça pour nous faire prendre un vaccin parce que ça va faire. Oui, ce sont les mêmes politiques, le même genre d'ingénierie sociale. On gère le troupeau qui nous permet de soutirer de l'argent. Masque obligatoire, confinement, mesures niaiseuses de distanciation sociale. Tout ça pour nous faire attendre le vaccin, comme a dit la ministre McCann, là, ça sera quand il y aura un vaccin qu'on pourra sortir de l'état d'urgence, un vaccin qui n'est pas nécessaire juste pour renflouer les coffres des pharmaceutiques. Il faudrait se demander si les pharmaceutiques ne contribuent pas à la CAQ, aux partis politiques. Il faudrait mettre un terme entre, au financement des partis politiques par les pharmaceutiques, parce que c'est ce genre de truc-là qu'on voit. Ils ont fait ça avec le COVID, ils ont fait ça avec le H1N1, puis là maintenant, on entend avec Bernard que c'est ce qu'ils ont fait aussi avec le sida, afin d'engranger les profits. Voilà. Alors, on est rendu à presque 50 minutes. Merci, Bernard, pour ton intervention. Merci d'être venu dans les studios de Radio-Québec. J'ai dit que j'allais dire j'ai dit que j'allais dire ce que Régent Thomas avait répondu à ma lettre. Il a répondu ceci, la journée même que je l'ai posté, le 27 avril. Le doute est l'apanage des gens intelligents, les cons n'ont que des certitudes. Le problème, c'est que ma lettre à Régent Thomas lui dit en pleine face, « Hey Régent, ça fait 35 ans que tu entends parler d'une dissidence, arrête de voir juste comme ça, aie un doute et va voir. » Alors, ce qu'il a écrit là, c'est moi qui aurais pu lui écrire. Tu comprends qu'il ne pourra pas, c'est-à-dire qu'il y a une carrière, tu dis, ça fait 35 ans que Régent Thomas est assis sur la cause du sida, il peut pas, genre, s'il acceptait ta prémisse, toute sa vie, toute sa carrière s'effondrerait du jour au lendemain, toute son œuvre, et donc il ne peut pas, par souci pour sa crédibilité, je ne sais pas s'il y a des hypothèques à payer ou... Entendez, excuse-moi, je continue de parler. Entendez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que Régent Thomas est au courant de la fraude. Régent Thomas, tous les médecins sont victimes de la fraude. Et moi, je veux juste compter, je finis avec ça parce que c'est trop stupide. Écoutez ça, mon dernier rendez-vous avec Régent Thomas, il y avait mes résultats de charge virale dans les mains, c'est-à-dire combien j'ai de virus par millilitre de sang. Et il était comme ça, puis il me disait, Bernard, ça c'est scientifique, tu vas mourir. Il me disait, tu vas mourir. Il me disait, ça c'est scientifique, ton test de charge virale. Et là, il a pointé ce livre-là que j'avais mis sur sa table en lui disant, c'est quoi ça? Il dit, ça c'est de la foutaise, puis il dit, ça c'est scientifique. Mais le problème, Alexis, c'est que le test de charge virale est fait
par Kerry Mullis qui endosse ça. Kerry Mullis, le gars de la charge virale, dit c'est une fraude. Alors, si Régent Thomas me dit ça, c'est scientifique et ça, c'est de la foutaise, ça marche pas parce que le gars qui a fait son test, c'est lui. Alors, il n'est pas au courant. Régent Thomas n'est pas au courant de ça. Alors, imagine le reste des médecins de la planète. Alors, n'allez pas faire de test VIH. Le VIH n'est pas la cause du sida. Tenez-vous loin de ça parce que le diagnostic de mort, quand tu te fais dire t'es diagnostiqué, juste ça est plus nocif que le VIH sur ton système immunitaire. La peur. Alors, on va remercier les contributeurs de Radio-Québec, ceux qui nous permettent de faire ce genre d'émission. Alors, merci à tout le monde qui nous a envoyé des dons. Si vous voulez contribuer à Radio-Québec, Alexis Cossette-Trudel, casier postal 32017, Saint-André, Montréal-Québec, H2L 4Y5, paypal.me, Alexis Cossette, Interac Alexis Cossette-Trudel 1 à gmail.com, code Alexis. Alors, ça nous permet de créer ce genre de contenu, d'avoir des invités comme Bernard et de remettre les pendules à l'heure. Et un peu comme, c'est quoi la phrase clé dans Star Trek, là, d'aller là où personne n'est allé, to go boldly where no one has gone before. C'est ça qu'on fait à Radio-Québec. Alors, merci à tous ceux qui contribuent. Merci aux modérateurs. Et là, on va prendre peut-être quelques questions. Si vous avez des questions, allons-y avec peut-être 5-6 minutes de questions. Tu dis toujours ça, mais tu fais une demi-heure. Sur YouTube, il n'y a aucun problème de son. On est désolé pour le son. Il se Quel passe est le nom de cet invité? Bernard Lachance. Vous pouvez le trouver sur Twitter. C'est live. Oui, Ouais. hey, moi, je me suis fait couper mon Facebook. Hein. Ah oui, c'est ça. Donc, ça se peut que cette vidéo soit coupée parce que Bernard s'est fait couper son Facebook quand il a commencé à parler de ces choses-là. Je suis sur Twitter maintenant. C'est ça. On va aller, tiens, Twitter. Questions. Regarde s'il y a des questions, Bernard. Ah, ben OK. S'il y en a, effectivement, dans le club, je n'ai mis rien de plan. Si toi t'en vois, tu me le dis. Il y a sûrement des choses que j'ai oubliées. On a fait du coq à l'âne, hein, je sais. La fraude HIV, c'est compliqué et c'est pas compliqué en même temps. Tout ce qu'il faut se souvenir, c'est que le sida existe, le VIH, entre guillemets, existe. Il existe en artefact de laboratoire, non dans un corps humain. Alors, toutes les gays qui prennent des pilules pour contrer le VIH, OK, vous contrez le VIH, mais ce que vous ne voulez pas vraiment, c'est le sida. Alors, essayez arrêter de le contrer. Voilà. Alors, mon compte Facebook, et c'est des gays de Montréal, hein, c'est ça qui est choquant. Parce que, bon, ça c'est intéressant, parce que la chose que j'ai... Vous avez le Twitter de Bernard ici, si vous voulez le suivre. Alors, Bernard Lachance sur Twitter. Moi, je ne savais même pas que j'avais un Twitter. J'avais ouvert un Twitter quand j'ai passé à Oprah en 2008, puis je ne savais pas. Puis récemment, quand je me suis fait couper mon Facebook, je suis allé sur Twitter, puis là, je suis là depuis 2008. Puis là, j'avais 2-3 abonnés. J'ai vraiment de l'air d'un loser. En 10 ans, là, ça a monté depuis. Je voudrais juste remercier, en passant, Alexis, je voudrais juste te remercier parce que tu es le seul qui a mis ma vidéo en onde. Je veux juste te raconter que je te mentirais pas que oui, j'avais peur de me faire tuer, même que je peux me faire tuer, moi. Je peux me faire tuer parce que je suis une preuve vivante. Okay? Quand un médecin dit les vaccins, c'est une fraude, puis c'est pour affaiblir le système immunitaire dans le but de créer des malades et de faire vivre l'industrie, parce que c'est ça, hein? Les vaccins, c'est la colonne vertébrale de l'empire pharmaceutique. Quand un médecin dit les vaccins, c'est pas bon, tu discrédites le médecin, tu y enlèves sa licence, le public va penser qu'on s'est fait protéger d'un mauvais médecin. Il ne met pas trop sa vie en danger. Moi, je suis une preuve vivante de ce que j'avance. Je ne prends pas mes pilules, j'ai arrêté et je suis en pleine santé. En 1980, je serais mort. Donc, ça les dérange. Que le gars qui est passé à Oprah, il est gay, il est HIV positif, il ne prend plus ses pilules, son médecin, c'est Régent Thomas. Pour des recherchistes d'émissions comme tout le monde en parle, où je m'attendais repasser là, enfin, j'ai déjà passé dans le temps d'Oprah, je me suis dit, c'est du bonbon, ils sont supposés de sauter là-dessus. Puis je suis pas en train de me plaindre parce que j'ai pas eu de publicité, moi j'ai rien à vendre. Là. Finalement, Guilla a préféré parler de la danse du Dr Arruda cette semaine-là. On l'a ici, alors que nous autres, à Radio-Québec, on sautait sur l'occasion parce que c'est majeur ce que Bernard révèle. Là. Donc, on disait que c'était comme qu'est-ce que je disais? Donc, un des témoignages les plus importants du 21e siècle. Guilla Lepage, lui, disait
Hein? La danse du docteur Arruda a été le plus gros spin de la semaine dernière. Ça ne veut pas dire que ton sujet est acheté. Alors, Tu sais, le sida, tu sais, le VIH ne cause pas le sida, c'est pas le spin de la semaine. hey, c'était pas le spin de la semaine, c'était le spin du mois, de 3 mois, sur la planète au complet. C'est le spin de la décennie au moins. Donc, oui, c'est ça. Non, mais je veux dire, on est tous confinés, puis là, moi, je vous dis, hey, c'est une fausse pandémie. La raison pour laquelle je crois ça, c'est parce que ça fait 3 ans que j'étudie la fraude VIH. Comprenez une chose, quand j'ai commencé à étudier la fraude VIH, je pensais voir ça. Je pensais me dire, OK, quelques-uns, c'est des faux positifs, dont moi, Non! C'est tout faux, de A à Z. Puis là, cette année, c'est la chauve-souris. Il y a une Chinoise qui a mangé une chauve-souris. Le sida, c'était un singe. Puis là, ils ont accusé l'Afrique. En passant, ah oui, quand on parle de faux chiffres COVID, savez-vous que c'est qu'ils ont fait avec l'Afrique? L'Afrique, alors, tu avais 10 000 tuberculoses, 10 000 malaria, 10 000 fièvre jaune, 10 000 X, 10 000 Y. Alors, tu as 50 000 personnes mourantes, malades. Alors là, ils disent, oups, le son ne marche pas. Ils disent, là, ils sont arrivés pour les faux chiffres, pour créer l'épidémie de sida en Afrique. Écoutez bien, je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas d'épidémie de sida en Afrique. C'est quelque chose, là. Il y a des morts. Il y a des morts, puis il y a des malades, mais ce n'est pas une épidémie de VIH. C'est que 10 000 tuberculoses sont arrivés avec des tests HIV super sensibles. Alors, il y a 10 000 tuberculoses qui font le test, 10 000 personnes avec une tuberculose qui font le test. Leur tuberculose, si tu es HIV négatif, c'est une tuberculose. Mais si tu as une tuberculose puis tu testes positif, ça devient le sida. Alors, tu as 10 000 tuberculoses, il y en a 5 000 qui sont devenus sida. Les 10 000 fièvres jaunes, il y en a 5 000 qui sont devenus sida. Alors, 5, 10, 15, 20, 25 000 sida. Ils ont juste changé le nom de la maladie. On a vu ce genre d'opération-là avec le COVID aussi. Il y a une question ici. Jazz Lyon, Bernard, est-ce que plusieurs gens autour de toi suivent ton exemple? Alors, non. Quand tu dis, ça c'est comme dire, as-tu convaincu beaucoup de femmes voilées d'enlever leur voile? C'est dur d'aller au-delà de nos croyances. Quand un gay se fait dire, t'es séropositif, ou si, ben un gay, il faudrait que j'arrête de dire ça parce qu'il y a des, je connais une fille, moi, qui est séropositive. Une amie, elle m'a appelé, puis elle m'a dit qu'elle allait arrêter ses pilules. J'ai 2-3 personnes qui m'ont appelé, puis qui ont posé des questions. Bon, moi, je suis pas un scientifique, alors je les envoie aux scientifiques sur le site sidacensure.com. D'ailleurs, allez voir le CV des scientifiques que je cite. On ne peut pas y croire. Une autre question, Anne-Marie Parent. Le test de COVID teste quoi? Il peut y avoir des faux positifs. Ben, là, Très bonne question. ça nous ramène exactement le test COVID comme le test du VIH. Il y a comme arnaque ici aussi. Là. Le test de la COVID teste quoi? Le test de la COVID teste quoi? Ah, moi, j'ai entendu 2 scientifiques raconter que le PCR, Polymerase Chain Reaction, de Kerry Mullis, qui ont inventé en 1983 puis qui a eu le prix Nobel en 96, comme c'est écrit ici, 93, pardon. 96. Non, c'est une erreur. C'est une erreur sur le livre, c'est en 93 qu'il l'a reçu, j'ai vérifié. Il y a une erreur sur le pochette du livre. Pour la COVID, là, ce que j'ai entendu, moi, je répète là, ce qu'un scientifique a dit, il dit le test de la COVID n'est pas spécifique à la COVID, mais à n'importe quel coronavirus. OK? Le PCR, là, c'est comme si tu avais une aiguille dans une botte de foin, puis si tu spins la botte de foin, tu as 1 milliard d'aiguilles qui ont apparu. Alors, le PCR pour la COVID, ça a l'air que si tu as une information génétique dans ton sang d'une grippe corona d'il y a 5 ans, tu peux sortir positif au test de COVID-19. Pas juste ça, je pense que c'est le président du Zimbabwe ou de la Guinée qui a testé, il ne faisait pas confiance au test, il a fait tester une chèvre et puis une papaye. Les 2 sont sortis positifs. C'est sorti dans les journaux, là. Il y a n'importe quoi qui sort positif avec le test de COVID. Hein? Hey, moi, j'ai envoyé un de mes amis à la clinique L'Actuelle faire mon test à ma place. Il était séro-négatif. Puis je l'ai envoyé faire mon test à ma place pour voir s'il allait sortir avec une charge virale parce que c'est tout faux. Et là, ils ont collé Bernard Lachance. Fait que lui, il se lève, puis il va. L'infirmier ne le sait pas. Puis ils ont pris le sang de mon ami. Mais là, après ça, moi, OK, il est revenu, il s'est assis. Puis là, j'ai dit, OK, va-t'en. J'ai dit, quand mon médecin, Régent Thomas, va m'appeler pour avoir mes résultats de
le test d'avant. J'ai dit, c'est moi qui vais y aller, évidemment. Fait que là, Régent arrive, puis il m'appelle, Bernard Lachance, puis là, on marche vers le cabinet. Et là, en marchant, il me dit, il faut que je t'avertisse, il y a un étudiant en stage qui va être dans le bureau avec moi. Il dit, tu l'as rencontré pour la prise de sang. Fait que là, j'ai fait merde! Fait que là, je rentre dans le bureau de Régent Thomas, puis là, l'étudiant qui a pris la prise de sang de mon ami, il fait ça de même, il fait, c'est pas le même gars. Fait qu'on s'est fait pogner. On aurait pu. Mon but était que mon ami qui est HIV négatif sorte avec des copies dans son sang, des fausses copies. Mais ça n'a pas marché. Mais oui, c'est déjà prouvé que c'est tout faux. Bon, on va conclure là-dessus. Alors, merci à tout le monde. On s'excuse pour les problèmes de son au début. Je ne sais pas ce qui se passe avec le truc. On a réglé le son aux settings initiaux et puis il y a de la distorsion. C'est peut-être dû à la chaleur. Il fait très, très, très chaud ici. Alors, merci tout le monde. Donc, on résume. Hein, c'est COVID, H1N1, SIDA, VIH. Il y a du jeu des pharmaceutiques là-dedans. On manipule les chiffres, on manipule les données, on fait croire à des histoires. Il y a des objectifs politiques derrière ça. Bernard a évoqué la dépopulation. Dans le cas du COVID, on parle notamment, j'en ai déjà parlé, peut-être de faire échec à la réélection de Donald Trump, mais il y a aussi une histoire de gros sous. Hein, donc, on invente des maladies pour lesquelles on trouve, on vend des médicaments. Hein, c'est sur le principe de la dialectique hegelienne. On crée le problème et pour amener la solution. Alors, tout ça est très cynique. Alors, voilà. Merci beaucoup tout le monde. Alors, on se rencontre à quelque part cette semaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Salut!